Et si la vraie bombe à retardement en Afrique n'était pas l'insécurité, mais les bases étrangères installées sur notre sol? Ce n'est pas une question anodine. C'est la question qui décidera de l'avenir de tout un continent. La nuit du 28 février 2026 a tout changé. Quand les missiles américains et israéliens ont frappé Téhéran, le monde entier a compris une leçon terrifiante. L'Iran n'a pas riposté directement contre Washington. Non. Sa vengeance s'est abattue sur les bases, celles à proximité, au Qatar et à Bahreïn, qui avaient servi de tremplin à l'attaque. Les bases militaires étrangères sont devenues, en un instant, des cibles principales, des aimants à représailles. Et c'est exactement ce miroir que l'Afrique doit regarder en face, aujourd'hui. Regardez autour de vous. Au Kenya, les pistes de Mandabai sont agrandies. Au Ghana, l'accès total est offert. Et au Nigeria, des plans militaires s'élaborent à Maïdougouri. Pourquoi? Officiellement, pour notre sécurité, notre protection. Mais posons la vraie question. Sommes-nous vraiment protégés? Ou sommes-nous transformés en cibles? Offrons-nous un bouclier à nos enfants? Ou sommes-nous en train de peindre une immense cible rouge sur le cœur de notre continent? Rappelons-nous la Libye en 2011. Les promesses occidentales étaient les mêmes: sécurité, stabilité, assistance. Résultat? Le chaos, la division, le pillage. Aujourd'hui, les mêmes erreurs se répètent, mais à l'échelle du continent entier. Ce n'est plus un simple pays qui risque la destruction, c'est l'Afrique tout entière qui risque d'être le plat principal à la table des grandes puissances. Le capitaine Ibrahim Traoré, ce leader qui incarne la résistance au Burkina Faso, l'a dit avec force. La nation qui dort sous une couverture étrangère se réveille nue sous la tempête. Dormir sous la protection d'autrui, c'est se réveiller dépouillé au matin de la guerre. L'histoire de Téhéran le prouve. Quand la tempête s'abat, ce sont toujours les bases à proximité qui reçoivent la foudre. Ces bases ne sont pas des assurances-vie, ce sont des lettres de condamnation. La vérité, c'est que la survie de nos peuples, la maîtrise de nos ressources, la dignité de nos enfants sont en jeu. Perpétuer cette dépendance, c'est exposer l'Afrique à des guerres qui ne sont pas les nôtres, à la ruine économique, à la déshumanisation. Laisser l'étranger dicter notre sécurité, c'est trahir les générations futures. Mais il existe une autre voie. L'union des peuples africains, la souveraineté, la défense par nous et pour nous. Traoré l'a compris. Refuser d'être un simple pion, c'est déjà protéger son peuple. Son exemple au Sahel doit réveiller les consciences. La vraie sécurité et la vraie prospérité ne viendront jamais d'une base étrangère, mais de notre propre capacité à nous défendre et à gérer nos ressources. Alors, la question centrale est là. Ces bases militaires étrangères sont-elles une protection ou une condamnation? Pour comprendre ce piège, il faut regarder derrière les promesses et voir la réalité stratégique du continent. Pourquoi les puissances occidentales se bousculent-elles pour installer leur drapeau en Afrique? On nous répète sans arrêt que c'est pour protéger le continent, lutter contre le terrorisme, garantir la stabilité. À écouter les discours officiels, ces bases étrangères seraient le rempart ultime contre la violence au Sahel, le moyen d'apporter la paix dans des régions déchirées. Mais posons-nous la vraie question. Si ces soldats étrangers sont là pour protéger, pourquoi la violence ne fait-elle qu'augmenter? Pourquoi les territoires où s'installent ces bases deviennent-ils les nouveaux épicentres de la guerre, alors que le peuple continue de vivre dans la peur? Prenons quelques exemples concrets. À Djibouti, on compte plus de 5 bases militaires étrangères, américaines, françaises, italiennes, japonaises, chinoises, le tout sur un minuscule territoire. Le Kenya, récemment promu au statut d'allié majeur hors OTAN des États-Unis, voit l'armée américaine s'y déployer avec toujours plus d'équipements et de drones sous prétexte d'aider à sécuriser la région. Même le Ghana ouvre désormais ses portes à l'armée américaine, signant des accords qui permettent aux soldats étrangers de circuler sans entrave, avec immunité totale et accès aux ressources stratégiques du pays. Ce qu'on appelle élégamment coopération sécuritaire n'est en réalité qu'une extension de la stratégie de projection de puissance des grandes puissances. Les superpuissances occidentales cherchent à faire la guerre loin de chez elles, à installer leurs bases au plus près des ressources vitales,
et surtout à surveiller leurs concurrents. Ces bases ne sont pas conçues pour défendre les populations locales, mais bien pour servir d'avant-poste à des intérêts qui dépassent largement les frontières africaines. Regardez la carte. L'Afrique se couvre de drapeaux étrangers comme un terrain de jeu où les empires modernes déplacent leurs pions. On parle de sécurité, mais pour qui? Les populations voisines de ces bases sont-elles vraiment plus protégées? Ou bien deviennent-elles, au contraire, des boucliers humains, exposés à toutes les tensions et à tous les risques? Car lorsque les rivalités entre puissances éclatent, ce sont les civils qui paient le prix fort. Ce n'est plus un secret. En cas de conflit régional ou mondial, ces bases font de leur pays hôte des cibles prioritaires. L'exemple du Moyen-Orient est frappant. Quand les missiles volent, ce sont les alliés qui trinquent les premiers, utilisés comme rampe de lancement ou comme zone tampon. Les grandes puissances se servent de l'Afrique comme tremplin, un simple plateau stratégique pour lancer leurs opérations, surveiller leurs adversaires et garantir la mainmise sur l'or, le pétrole, l'uranium. La population locale? On lui fait croire qu'elle sera protégée, voire bénéficiaire de la présence de ces bases. Mais la réalité, c'est qu'elle n'est qu'un dommage collatéral, invisible dans les calculs des généraux et des PDG lointains. Les infrastructures déployées, les accords de coopération, tout cela ne sert qu'à verrouiller l'accès aux ressources et à garantir un flux permanent de richesses vers le nord. Les mines sont gardées par des soldats étrangers, les contrats profitent aux multinationales, et la misère demeure au village. Ce système ne fonctionne que parce qu'une partie de l'élite africaine accepte de troquer la souveraineté nationale contre de vagues promesses de sécurité et des contrats juteux. C'est un marché faustien. D'un côté, l'illusion d'une protection internationale, de l'autre, la perte de tout contrôle sur l'avenir du pays. Les gouvernements qui signent ces accords se retrouvent otages de la logique des superpuissances, incapables de défendre réellement leur peuple ou de garantir une prospérité partagée. La décision est donc cruciale. Protéger son peuple et ses ressources, ou vendre sa souveraineté et sa dignité. À chaque base étrangère installée, c'est un peu de l'indépendance africaine qui disparaît, et l'Afrique devient un terrain de chasse pour les intérêts extérieurs, une réserve de ressources exploitables à merci, et surtout, un champ de bataille potentiel pour les guerres des autres. Et pendant que les élites discutent dans des salons climatisés, la population locale, elle, vit sous la menace permanente, entre drones qui bourdonnent dans le ciel et soldats qui patrouillent autour des mines. Mais la vraie tragédie ne se mesure pas seulement en statistiques officielles ou en discours diplomatiques. Elle se révèle dans la vie quotidienne des Africains, dans l'insécurité grandissante, dans le sentiment d'être dépossédé de sa terre et de son avenir. C'est ce que nous allons voir tout de suite, en plongeant dans l'impact réel de ces bases sur la vie de millions de personnes, du Sahel à la Corne de l'Afrique. Et si la protection promise ne servait qu'à protéger l'or, pas les habitants? Imaginez Moussa, un simple agriculteur au cœur du Sahel. Son village, comme tant d'autres, a cru aux beaux discours sur la sécurité. On leur a dit « Les soldats étrangers sont là pour vous défendre ». Mais le jour où des hommes armés sont arrivés, pillant, brûlant, tuant, Moussa et ses voisins ont attendu en vain. Aucune force étrangère à l'horizon. Leurs maisons ont disparu en cendres, leurs familles dispersées. Pourtant, à quelques kilomètres de là, des convois blindés patrouillaient sans relâche, autour de la mine d'or. Là-bas, la sécurité était infaillible. On protège le minerai, pas la vie. Voilà la vérité que l'on tait. Sur le sol africain, la priorité n'est pas la défense des populations, mais celle des intérêts économiques et militaires étrangers. Les bases ne sont pas là pour nous défendre, elles sont là pour surveiller, extraire, contrôler. Moussa, comme tant d'autres, n'est qu'une variable d'ajustement dans un calcul froid et cynique. Si tu es un paysan, ta vie est une perte acceptable. Mais si tu es une veine d'or ou un gisement d'uranium, tu vaux une guerre mondiale. Ce système transforme nos terres en entrepôts, nos villages en zones tampons pour les puissances. On parle d'aide, de coopération, mais en réalité, chaque base étrangère, chaque contrat signé en catimini, verrouille un peu plus notre dépendance. On nous répète qu'il faut accepter cette présence, car l'Afrique serait pauvre,
incapable d'assurer sa propre sécurité. Mais regardons les faits. Avons-nous été protégés? Avons-nous été enrichis? L'Afrique détient 30% des réserves mondiales en minerais. Nous possédons le cobalt qui fait fonctionner les smartphones, l'uranium qui éclaire les villes européennes, le lithium qui alimente les voitures vertes du futur. Et pourtant, nos villages, eux, restent dans l'obscurité. La pauvreté africaine n'est pas un état naturel. Elle est fabriquée, entretenue, justifiée par un système qui garantit que les contrats restent léonins, que les dirigeants restent soumis, que les bases restent inamovibles. Quand un leader comme Ibrahim Traoré ose dire non, non aux bases étrangères, non à l'exploitation masquée, il ne s'oppose pas seulement à des militaires. Il dit non au vol organisé de notre avenir. Il choisit de regarder Moussa, non comme une statistique sacrifiable, mais comme un citoyen à part entière. Il comprend que la souveraineté, ce n'est pas un cadeau de Washington ou de Paris. C'est un droit qui se conquiert. Regardez le Sahel. Depuis le départ des troupes étrangères, ce n'est pas le chaos que les médias occidentaux prédisaient. C'est un regain de souveraineté, une fierté retrouvée, une prise en main de notre propre sécurité. Les puissances n'acceptent pas ce réveil. Pour elles, l'Afrique est le dernier grand réservoir de ressources, la dernière frontière. Elles parlent de stabilité, mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est garantir l'accès au cobalt, au lithium, à l'or, au pétrole, à n'importe quel prix. Et si pour cela, il faut que Moussa reste pauvre, insécurisé, invisible, alors c'est un dommage collatéral jugé acceptable. La vérité, c'est que ce modèle n'a jamais protégé personne, sinon les coffres-forts étrangers. Regardez les pays du Golfe, ils ont cru acheter la sécurité en accueillant des bases américaines. Mais le jour où les missiles ont commencé à pleuvoir, leurs tours dorées, leurs hôtels de luxe, se sont transformés en cibles. Quand la guerre éclate, l'Alliance ne protège pas, elle expose. Qui croira encore que Moussa sera mieux gardé qu'un gratte-ciel de Dubaï? Ce que vivent Moussa et des millions d'Africains, c'est une double injustice. On leur vole leur sécurité et leur richesse. La main qui donne l'aide humanitaire est la même qui signe des accords pour l'accès sans entrave aux bases, aux pistes d'atterrissage, aux entrepôts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en échange d'une promesse creuse de protection, on cède notre ciel, nos routes, nos ports, sans jamais pouvoir contrôler ce qui y entre ou en sort. On nous dit « c'est pour votre sécurité ». Mais la réalité, c'est que ces accords, ces SOFA, créent des pays dans le pays. Le vrai pouvoir est déplacé. Les décisions de vie ou de mort nous échappent. Et la diaspora sait tout cela. Ceux qui vivent en Occident voient comment la stabilité de l'Europe et des États-Unis repose sur l'instabilité du Sahel, sur la sueur de Moussa. Ils voient les inégalités, la richesse bâtie sur le dos de leurs ancêtres. Eux aussi sont concernés par ce combat. Ibrahim Traoré ne lutte pas seulement pour les villages du Faso, mais pour donner à chaque Africain, où qu'il soit, un foyer où revenir, une dignité retrouvée. L'Empire sent que le temps lui échappe. Le dollar vacille. Le Sud global s'organise. L'Afrique n'a jamais été aussi convoitée. Mais pour la première fois, une génération se lève, consciente de la supercherie. Elle comprend qu'il est temps de dire non, de refuser d'être le carburant des conflits étrangers, de refuser que nos villages servent de tampons aux guerres qui ne sont pas les nôtres. La résistance de leaders comme Traoré montre qu'un petit pays, avec une grande volonté, peut renverser la logique du pillage, simplement en reprenant possession de ses frontières, de ses cieux, de ses lois. Il a compris que tant qu'il existait une base étrangère, notre sol n'était pas à nous, que notre sécurité était une illusion. Voilà le choix. Continuer à accepter la tutelle, c'est sacrifier la vie de nos citoyens pour remplir les coffres de Washington, de Paris, de Londres. C'est accepter que nos enfants grandissent dans la peur, que nos ressources alimentent le confort d'autres peuples, pendant que nous survivons dans l'insécurité et le dénuement. Mais choisir la souveraineté, c'est se donner la chance d'un avenir digne, où Moussa ne sera plus jamais invisible. Mais au-delà de cette injustice palpable, il existe des pièges plus insidieux, des chaînes juridiques et stratégiques invisibles
qui menacent l'avenir même du continent. Explorons-les ensemble. Le vrai choix n'est pas entre l'Est et l'Ouest, mais entre la dignité et la destruction. On nous fait croire que la seule manière de rester en sécurité, c'est de choisir un camp parmi les grandes puissances, d'ouvrir nos portes à leurs armées, d'accepter leurs promesses de protection. Mais regardons la réalité en face. Chaque fois qu'un accord SOFA est signé, ce fameux Status of Forces Agreement, c'est une partie de la souveraineté africaine qui s'efface. Derrière les termes techniques et les sourires diplomatiques, ces accords transforment un pays en une colonie dans la colonie. Ils donnent un accès sans entrave aux pistes d'atterrissage, aux ports, parfois même au ciel tout entier. On croit avoir décolonisé la Terre, mais on a recolonisé l'air. À qui appartient le ciel au-dessus de Bamako ou de Ouagadougou, quand chaque avion militaire étranger peut y circuler sans contrôle? Cette perte de contrôle, c'est bien plus qu'une abstraction juridique. C'est l'assurance que, le jour où tout bascule, notre pays devient la cible naturelle de représailles, peu importe la couleur du passeport du chef d'État. Comme on l'a vu dans le Golfe, quand le feu s'allume, le missile ne demande pas qui a signé le papier, il frappe là où le danger est parti. Ce piège, Ibrahim Traoré l'a vu d'une clarté exemplaire. Il a compris qu'aussi longtemps que le Burkina Faso resterait lié à ses accords hérités de l'ère coloniale, la nation ne serait qu'un marchepied pour la guerre d'autrui. C'est pour cela que son expulsion des forces étrangères n'a pas été qu'une manœuvre militaire, mais une véritable révolution juridique. Il n'a pas seulement demandé à ses militaires de plier bagages, il a arraché les contrats, il a fermé la porte à un système qui transformait le pays en avant-poste stratégique. Ce geste, c'est aussi une frappe préventive, un pari sur la survie de l'Afrique nouvelle. Il a montré que la souveraineté n'est pas un cadeau qu'on reçoit de Paris ou de Washington. C'est un droit qu'on arrache par la volonté, par le courage de dire non, quand tout le monde attend que l'on se taise. Et c'est là que la stratégie occidentale révèle son vrai visage, avec ce qu'ils appellent les lily pads, les bases nénuphars. Ce modèle, c'est la discrétion et la mobilité plutôt que la grande base coloniale d'antan. Une multitude de petits points discrets sur la carte, prêts à bondir d'un pays à l'autre, à surveiller nos ressources, à neutraliser tout leader qui prend trop d'indépendance. On n'arrête plus un peuple avec une armée visible, mais par la fragmentation, la surveillance, la normalisation de la dépendance. Mais, au Sahel, Traoré et ses alliés ont fait s'évaporer les temps. En supprimant ces nénuphars stratégiques, ils obligent l'Empire à repenser toute sa présence et prouvent qu'une petite nation, armée d'une grande détermination, peut dire aux géants « Vos lois ne s'appliquent plus ici ». C'est cette leçon qu'il faut transmettre, de l'autre côté du continent, à nos frères et sœurs du Kenya, là où la piste de Mandabaï s'étend sous prétexte de sécurité. Mais qui contrôle vraiment ce qui atterrit sur cette piste de 70 millions de dollars? Les autorités kenyanes ont-elles le droit d'inspecter chaque cargaison, ou bien ont-elles cédé l'accès sans entrave en échange d'un simple titre de grand allié hors OTAN? Ce que Traoré enseigne, c'est qu'aucun titre ne protège contre les missiles, aucun accord ne garantit la paix aux populations. Seule la souveraineté vraie, celle qui s'assume et se défend, peut offrir un bouclier durable. Pensons aussi à la diaspora africaine. Tant de nos esprits brillants vivent en Europe, en Amérique, au cœur même des systèmes qui conçoivent ces accords. Ils voient de l'intérieur la réalité. L'ordre basé sur des règles, que vantent les Occidentaux, ce ne sont que des règles pour les petits, alors que les grands font ce qu'ils veulent. Où étaient les règles quand la Libye a été détruite? Où était le droit international quand l'Iran a été attaqué? Traoré lance un appel. Il est temps que ce savoir revienne servir l'Afrique, que notre intelligence ne soit plus au service du contrôle étranger, mais de la défense africaine. La décolonisation ne s'arrête pas à la terre, ni même à l'air. Elle doit toucher nos esprits. Thomas Sankara, déjà, des décennies avant Traoré, avait compris qu'un peuple qui se nourrit et se défend lui-même ne sera jamais asservi. Ce que construit aujourd'hui le Sahel, avec la naissance de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, c'est la continuation de cet héritage, mais avec une modernité stratégique. Une défense régionale intégrée, un partage de renseignements, une industrie militaire commune, voilà le cauchemar des empires, et le rêve d'une Afrique debout.
Imaginez un ciel où, demain, des drones africains, conçus par nos propres ingénieurs, protègent les villages et les récoltes. Imaginez un espace aérien où, enfin, ce sont nos lois qui s'imposent, et non les dictates venus d'ailleurs. Mais le monde change vite. La domination d'un seul empire touche à sa fin. Depuis des siècles, une seule capitale dictait la valeur des monnaies, les frontières, le droit de vivre ou de mourir. Mais ce monde unipolaire s'effondre sous nos yeux. Les frappes sur Téhéran, les convulsions du Moyen-Orient montrent un empire qui sent son pouvoir lui échapper. Et dans ce chamboulement, l'Afrique devient le terrain décisif. Si l'empire perd au Moyen-Orient, il se rabattra sur l'Afrique, tentera de serrer plus fort les chaînes de la dépendance, d'imposer ses bases, ses lois, et la mainmise sur nos ressources. Si, au contraire, le Sahel et l'AES montrent qu'ils peuvent tenir tête, alors toute la logique de la présence étrangère s'effondre, et avec elle, l'illusion qu'il faut choisir entre l'Est et l'Ouest pour survivre. Regardez la carte. Pour l'Occident, l'Afrique n'est pas un ensemble de peuples et d'histoires, c'est un immense entrepôt. Cobalt pour les voitures électriques, lithium pour les batteries, uranium pour les centrales, pétrole pour les machines. Les bases militaires ne sont pas là pour combattre des insurgés, elles sont là pour garder la porte du coffre ouverte. Mais, pour la première fois, l'AES et la vision de Traoré reprennent les clés de l'entrepôt. Elles prouvent que l'Afrique peut imposer ses conditions. Voilà les deux scénarios. Si l'Afrique choisit la soumission, elle deviendra un champ de bataille, une zone de transit pour les guerres importées, ruinée par le pillage de ses ressources et la déshumanisation. Mais si elle choisit l'union, la souveraineté, alors une renaissance est possible, une Afrique forte, respectée, maîtresse de son destin. La décision est urgente. Ce qui se joue au Sahel aujourd'hui, ce n'est pas seulement le sort de 3 pays, c'est l'avenir de tout un continent. La survie des peuples, le contrôle des ressources, la dignité et l'indépendance, tout dépend du choix que nous ferons. Dépendance ou souveraineté? Colonisation ou renaissance? Face à ces enjeux, une question s'impose. Quelles leçons concrètes chacun de nous, citoyens, leaders, membres de la diaspora, peut-il tirer pour agir dès maintenant? La sécurité importée est un mirage. La souveraineté s'invente et se défend ici, maintenant. Ce n'est ni à Washington, ni à Paris, ni même à Pékin ou à Moscou que se décide l'avenir du continent africain. Il se joue sur notre sol, dans nos esprits, dans le courage de leaders qui refusent la fatalité, et dans la volonté des peuples à ne plus servir de simples pions sur l'échiquier mondial. Regardons l'exemple de Ibrahim Traoré. Ce que la plupart des médias occidentaux ont préféré ignorer en février 2026, c'est la scène saisissante d'un ministre burkinabé en visite à Téhéran, alors que la planète retenait son souffle, craignant la foudre des missiles américains et israéliens. Là où tant de dirigeants auraient tremblé, Traoré et ses alliés du Sahel ont choisi la route de l'indépendance, entamant des discussions stratégiques avec l'Iran sur la défense, le développement industriel et la souveraineté. Ce n'est pas un acte isolé, c'est une véritable doctrine, celle du refus de la dépendance. Quelles leçons tirer de ce choix courageux? D'abord, que la sécurité ne s'achète pas à l'étranger comme on achète une police privée. Elle se construit, elle se cultive, patiemment, par la formation de nos propres forces, par l'investissement dans notre science, par le développement d'une industrie de défense qui ne soit plus tributaire des reliquats obsolètes des grandes puissances. Le Sahel, à travers l'Alliance des États du Sahel, nous montre la possibilité d'une défense autonome, où chaque attaque contre l'un devient une attaque contre tous, où l'union fait la force, et où l'Afrique cesse d'être une aire de transit pour les conflits mondiaux. Mais cette résistance ne doit pas rester l'affaire des seuls chefs d'État. Elle commence par l'éducation politique de chacun d'entre nous. Ouvrons les yeux sur le vrai rôle des bases militaires étrangères. Elles ne sont pas là pour nous protéger, mais pour garder les portes de l'entrepôt africain ouvertes, pour que notre cobalt, notre lithium, notre uranium continuent d'alimenter les économies du Nord. Nos universités, nos écoles, nos médias doivent cesser de recycler le discours selon lequel la main extérieure est notre seule planche de salut.
Apprenons à décoder les enjeux, à déconstruire la propagande, à nous réapproprier notre histoire et nos intérêts. Investir dans la science et l'industrie, c'est la clé. Regardez l'Iran. Sous embargo, isolé, il a tout de même bâti une industrie de défense performante. Pourquoi l'Afrique, riche de ses ressources, de ses cerveaux éparpillés à travers le monde, ne serait-elle pas capable du même exploit? Nos scientifiques, nos ingénieurs, nos techniciens, souvent formés dans les meilleures universités, doivent être encouragés à rapatrier leur savoir et leur vision. La diaspora africaine et notre intelligentsia représentent une force stratégique sous-estimée. Leur retour, leur engagement, leur capacité à penser l'Afrique hors des schémas imposés sont essentiels pour inventer notre propre modèle de sécurité et de développement. Mais au-delà de la technologie, l'unité continentale est vitale. La force du Sahel ne doit pas rester une exception, mais devenir un modèle pour toute l'Afrique. Imaginez une alliance défensive à l'échelle du continent. Un pacte dans lequel une attaque contre Lagos aurait la même gravité qu'une attaque contre Ouagadougou ou Accra, où nos cieux seraient protégés par un réseau radar africain, nos communications sécurisées par des satellites conçus chez nous, et nos économies intégrées pour que la richesse du Congo serve à la prospérité de toute l'Afrique, pas seulement des actionnaires à l'étranger. Il y a urgence à bâtir ce modèle africain, non seulement pour la sécurité militaire, mais aussi pour la gestion de nos ressources et de notre économie. Le choix est simple. Continuer à louer nos terres pour des bases étrangères, accepter l'aumône d'une aide qui nous enchaîne et risquer de transformer nos villes en champs de bataille pour des guerres que nous n'avons pas voulues. Ou alors, choisir la voie de la souveraineté. Celle où l'Afrique dicte elle-même ses alliances, développe ses propres capacités et refuse de voir son avenir bradé à chaque sommet international. Ne nous faisons pas d'illusions. La dépendance n'est pas une protection, c'est un piège. Les grandes puissances n'ont pas d'amis permanents, seulement des intérêts temporaires. Les bases étrangères font de nos pays des cibles, cibles de ceux qui contestent l'ordre impérial, cibles de la convoitise économique, cibles d'une déstabilisation qui commence toujours par des promesses de partenariat et finit en ruine. L'histoire récente l'a prouvé. Là où les bases s'installent, la guerre n'est jamais loin, la dette s'envole, et la souveraineté s'évapore. Mais le vent tourne. L'Alliance du Sahel, la montée d'une conscience panafricaine, la prise de parole de la diaspora, tout cela montre que l'Afrique n'a jamais été aussi proche de tenir les clés de son destin. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain. L'exemple burkinabé, malien, nigérien le prouve. On peut résister, on peut négocier, on peut apprendre, s'équiper et bâtir une défense commune. On peut choisir ses partenaires sans jamais renoncer à son drapeau. Oui, il y aura des pressions, des menaces, des tentatives de déstabilisation. Mais la dignité n'a pas de prix, et l'unité offre ce que personne ne pourra jamais nous offrir de l'extérieur, la garantie de choisir notre avenir. Rien de tout cela n'est acquis. Chaque jour qui passe sans réforme, sans investissement, sans éducation, est un jour perdu à la merci de ceux qui n'attendent que notre faiblesse pour s'engouffrer. Le feu qui ravage le Moyen-Orient nous montre à quel point le monde est dangereux pour les faibles et les divisés. Mais il montre aussi que la force réside dans la capacité à dire non, à se préparer, à s'unir, à investir dans son propre potentiel. La souveraineté n'est pas un don, c'est une conquête collective qui commence dans l'esprit de chaque Africain, qu'il vive à Dakar, à Paris, à Johannesburg ou à Toronto. Sommes-nous prêts à écrire une nouvelle page de notre histoire, ou allons-nous laisser d'autres la rédiger pour nous, avec nos ressources, nos vies, notre avenir en toile de fond? La question n'est pas seulement politique, elle est existentielle. L'Afrique survivra-t-elle en tant que bloc uni, maître de ses frontières, de ses richesses et de son destin? Ou sera-t-elle condamnée à répéter les cycles du passé? Soumission, pillage, destruction, espoir déçu. Il est temps de choisir, collectivement et individuellement, quel avenir écrire pour l'Afrique. La nouvelle Afrique n'est pas une prophétie, elle commence avec chaque voix qui s'élève aujourd'hui. Ce n'est pas un rêve lointain, ni une formule magique réservée à quelques initiés. C'est un choix, un acte,
un engagement quotidien de toutes celles et ceux qui refusent de rester spectateurs, de toutes celles et ceux qui comprennent que l'histoire ne s'écrit pas à Washington, à Paris ou à Pékin, mais bien ici, sur notre sol, par la force de notre volonté. Regardez la carte. Voyez toutes ces bases étrangères plantées comme des épines dans le cœur du continent. Voyez les traités signés à la va-vite, les promesses de sécurité qui se transforment, tôt ou tard, en menaces ouvertes. Depuis trop longtemps, on nous fait croire que la protection vient d'ailleurs, que notre salut dépend de la présence d'armées étrangères, de leurs drapeaux, de leurs avions, de leurs armes. Mais la vérité est plus simple, plus rude. Chaque base étrangère est une porte ouverte à la guerre. Chaque soldat étranger sur notre sol attire non seulement ses ennemis, mais aussi la convoitise, la surveillance et le mépris. Il suffit d'ouvrir les yeux. Quand les géants du Nord s'affrontent, ce sont nos terres, nos villes, nos enfants qui deviennent les victimes collatérales de leurs querelles. L'histoire récente du Moyen-Orient, les ruines de villes entières, les flux de réfugiés et les promesses brisées sont autant de funérailles pour un ordre mondial incapable de respecter la dignité des peuples. Et ce même scénario, ces mêmes dangers, guettent l'Afrique si nous acceptons de rester de simples pions, de louer nos terres pour quelques miettes, d'échanger notre souveraineté contre une sécurité factice. Le risque est immense. Rater ce rendez-vous avec l'histoire, c'est accepter la disparition pure et simple de notre souveraineté. C'est condamner nos enfants à vivre dans la peur, à grandir dans un continent morcelé, soumis, incapable de choisir sa propre destinée. C'est accepter que nos ressources, notre or, notre uranium, continuent de servir à enrichir d'autres peuples, tandis que nos propres écoles, nos hôpitaux et nos routes tombent en ruine. C'est signer, en silence, l'acte de disparition de l'Afrique libre. Mais il y a un autre chemin, et il est déjà en train d'être tracé. Le Sahel, aujourd'hui, n'est pas seulement une zone de résistance, c'est le laboratoire d'une Afrique nouvelle qui ose dire non. Non à l'ingérence, non à la présence militaire étrangère, non au diktat économique imposé de l'extérieur. C'est le refus, incarné par des leaders comme Ibrahim Traoré, de servir de chair à canon dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. C'est l'affirmation, simple mais puissante, que la sécurité ne peut exister sans dignité, sans maîtrise de notre sol, de notre ciel, de nos richesses. Imaginez une Afrique où, à la place des bases étrangères, s'élèvent des alliances africaines solides, où chaque attaque contre l'un est une attaque contre tous. Imaginez des monnaies africaines garanties par nos propres ressources, des écoles qui enseignent à nos enfants que la force d'un pays ne se mesure pas à la taille des chèques d'aide, mais à sa capacité d'unir son peuple et de se défendre. Imaginez des passeports qui inspirent le respect, non la méfiance. Cette Afrique-là n'est pas une utopie. Elle est possible, à condition d'avoir le courage de fermer les portes de la dépendance et d'ouvrir celles de la souveraineté. Ce courage, nous le trouvons dans l'histoire de nos ancêtres, dans le choix de celles et ceux qui, comme Traoré, acceptent de devenir des cibles pour que leur peuple cesse d'être une victime. Il est temps d'enseigner à nos enfants que la vraie grandeur ne réside pas dans la flatterie de l'étranger, mais dans la capacité à dire non quand la dignité l'exige. Refuser d'être le champ de bataille des autres, c'est protéger nos villes, nos familles, notre avenir. À nos frères et sœurs de la diaspora, votre rôle est essentiel. Vous êtes le pont entre la connaissance du monde et le cœur du continent. Ne laissez pas le confort de l'Occident vous faire oublier la lutte de la terre-mère. Soutenez la vision d'une Afrique souveraine, faites entendre votre voix, engagez-vous à défendre notre dignité commune. Lorsque Traoré parle de souveraineté, il parle de votre dignité aussi, de votre droit à revenir un jour sur une terre véritablement vôtre. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui empilent du bois sec sur leur propre sol, en hébergeant une armée étrangère incapable d'éteindre les incendies qu'elle allume un peu partout. Le choix est limpide, retirer le combustible ou se préparer à brûler. Ce n'est pas une question d'être pour l'Est ou pour l'Ouest, mais de choisir entre la dignité et la destruction. Retenez-le. La nouvelle Afrique commence avec chaque voix, chaque acte de courage,
chaque refus de l'humiliation. Si vous croyez en la liberté de nos peuples, si vous pensez que l'Afrique mérite de se tenir debout, que sa voix compte parmi les nations du monde, faites-vous entendre. Partagez ce message, discutez-en autour de vous, élevez la voix pour une Afrique forte, unie et respectée. Dites-le dans les commentaires, je suis là, si vous marchez aux côtés d'Ibrahim Traoré et de tous ceux qui luttent pour notre souveraineté. Écrivez « Afrique debout » si vous croyez que notre esprit n'a pas de frontières et que notre avenir nous appartient. Le feu s'étend, mais la lumière de la vérité aussi. Nous sommes les gardiens de notre propre destin. Ce n'est pas une question de prophétie, c'est une question de choix. Refusons d'être la scène des drames des autres. Soyons les acteurs de notre propre histoire. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'oubliez jamais, la nouvelle Afrique n'est pas à venir, elle est déjà là, elle vit en chacun de nous. Ensemble, nous pouvons protéger ce qui compte. Ensemble, nous pouvons écrire la suite. À bientôt pour continuer, ensemble, à regarder s'élever les lions. Que l'esprit de l'Afrique veille sur chacun d'entre nous.